je dois 7 384 € pour le rembourser le RSA. Réprimer les gens par l'argent me semble une nouvelle forme de répression qui est très peu dénoncée. Ça a été une dénonciation de la police, gendarmerie, préfecture. On a une forme de substitution de la justice par une institution dont ça n'est pas le rôle. Là, j'ai commencé à faire le lien et à me dire que finalement, c'est peut-être parce que je suis militante, parce que je me montre et parce que je dénonce des choses. Quand on est réprimé, c'est qu'on gêne. C'est redoutable. Il m'a dit, vous partez en guerre contre l'État. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de vous acharner contre moi, c'est tout ce que je demande, moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'édition de rentrée de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Notre objectif, dévoiler ce qui reste dans l'ombre, révéler des mécaniques cachées, mais aussi engager le débat sur ces sujets, prendre de la hauteur, discuter des possibilités d'évolution. Ce soir, pour cette rentrée riche en mobilisation et en mouvements sociaux, nous avons choisi de vous emmener au cœur des rouages d'une répression invisible, une répression administrative pernicieuse. Des gilets jaunes aux victimes de violences policières, en passant par les militants écolos, ils ont été la cible d'étonnants contrôles inopinés d'institutions comme la CAF ou encore l'administration fiscale, avec des sommes mirobolantes à payer, des sommes qui se sont souvent avérées injustement réclamées. En exclusivité, nous vous révélons comment la police a effectivement transmis un signalement à la CAF concernant 2 militants, un signalement pourtant sans aucun rapport avec les raisons de leur interpellation. L'État utilise-t-il sciemment la méthode dite Al Capone, réservée au grand banditisme ou au terrorisme, contre des citoyens jugés trop gênants ? Une enquête passionnante de Lydia Ménès. On se retrouve juste après pour en discuter avec notre invitée. Vanessa a été mutilée par un tir de LBD pendant le mouvement des Gilets jaunes. Le fils de Christian, Cédric Chouviat, a été tué par un policier au cours d'un contrôle. Sophie a été perquisitionnée car elle et son ex-conjoint étaient impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes. Et quelque temps après leur déboire avec les forces de l'ordre, ils ont chacun connu des problèmes avec l'administration française. Trop perçus de RSA, contrôle fiscal, rappel d'aide sociale, avec des sommes parfois astronomiques à rembourser. La dette est là, je dois 7 384,02 € pour le rembourser le RSA. Sur notre statut à la CAF, on avait toujours dans nos dettes les 23 000 € à payer. Mais 417 000 €, on ne peut pas vous relever. Au début, ils n'osaient pas faire le lien entre leur engagement militant, leur plainte contre la police ou leur prise de parole dans les médias. Pourtant, sans crier au complotisme, ce lien est bien réel. Une méthode opaque et arbitraire, censée être utilisée pour lutter contre le terrorisme, mais qui déborde de ce cadre pour cibler des militants. Avec des documents exclusifs, nous vous emmenons au cœur de la répression administrative d'État. Le 15 décembre 2018, Vanessa Langard, 34 ans, participe à sa toute première manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. On va pas tomber de se prendre la balle non plus. Hein. C'est logique, c'est humain. Quelqu'un nous tire dessus, on va pas dire vas-y, frappe-moi, tire-moi dessus, c'est logique. 20 minutes après être arrivée sur les lieux, elle prend un tir de LBD 40 en pleine boîte crânienne. D'un seul coup, je vois tout noir, tout marron, tout gris, et je comprends pas en fait ce qui se passe, mais vu que mon cerveau s'est mis sur off, j'ai pas senti de grosses douleurs ou de choses comme ça, donc je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui se passe, jusqu'à ce que les street medics arrivent et que j'entende que voilà, j'ai dû prendre un tir de LBD. Les conséquences de ce tir ont profondément handicapé Vanessa. Elle a perdu la vue de son œil gauche. Elle souffre aussi d'une nécrose cérébrale et doit faire face à des douleurs dentaires, névralgiques et neuropathiques. Ça, c'est moi après la première opération du cerveau. Donc où là j'ai une poche pour l'hémorragie en fait et pour retirer le sang qui restait. Ça après c'est moi au retour à la maison. J'ai mon œil, il est toujours là, mais si je fais ça, je ne vous vois pas, je ne vois que la lumière. Donc je suis photosensible. Tout ce que je vois c'est la lumière et je vis avec une lampe en permanence dans l'œil en gros. Donc on a inventé ces lunettes pour que je puisse avoir une vie classique et éviter les douleurs ophtalmiques et les grosses migraines parce que j'ai passé des mois sur mon canapé allongé avec du tramadol et compagnie. Et ces lunettes me permettent de pouvoir faire les courses, regarder la télé, sortir dehors, avoir une vie classique, sans les douleurs, sans tout ça.
Christian Chouvia a lui aussi vu sa vie basculer il y a quelques années. Son fils Cédric, livreur de 42 ans, a été interpellé le 3 janvier 2020 près de la Tour Eiffel alors qu'il réalisait des livraisons à scooter pour l'entreprise de son père. Plaqué au sol par 3 policiers, il hurle plusieurs fois « j'étouffe » avant de faire un arrêt respiratoire de 3 minutes, suivi d'un arrêt cardiaque. Il meurt 2 jours plus tard à l'hôpital. L'autopsie révèle une asphyxie avec fracture du larynx. On est resté pendant 2 jours à l'hôpital. On l'a veillé. Il y avait 200 personnes, enfin 150 à 200 personnes, 24 heures sur 24, ça venait de partout, qui l'ont veillé. C'était épuisant. Et puis après, le médecin nous a convoqués dans le bureau. Il a fait un tour de table et il a dit à sa femme qu'est-ce que vous souhaitez, on lutte pas. Et il voulait surtout pas finir comme un légume, c'était impossible. Et puis après, il est décédé à 3h20 du matin. 3h20 ou 3h25, je ne sais plus. Et il est parti tranquille. Mais voilà, après le combat a démarré, l'avocat était là, maître Larry Halimi, et il m'a dit, monsieur Chouvia, si je dois défendre Cédric, je vais vous expliquer, vous partez en guerre contre l'État. Et je lui dis, je pars en guerre contre l'État, mais je m'en fous de ça. La vidéo de l'arrestation devient virale. Le 7 janvier 2020, la famille de Cédric Chouvia porte plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort contre les 3 policiers impliqués dans l'assassinat du père de famille. Christian prend la parole dans les médias pour dénoncer cette violence policière. N'importe qui me donne la parole, je parle. Voilà. Vanessa aussi se mobilise, dépose une plainte pour violence volontaire commise par une personne dépositaire de l'autorité publique et crée le collectif des mutilés pour l'exemple. Quand je suis rentrée de l'hôpital, que j'ai allumé la télé, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de violence policière. Et moi, je ressemblais à Quasimodo à cette époque. Et je me suis dit, mais moi, je suis quoi? Et pour moi, il était important de dénoncer ça, de montrer qu'on ne faisait rien et qu'on s'est fait mutiler gratuitement. Et que, contrairement à ce que disaient les médias, qu'on était des casseurs, des violents, tout ça, que c'était faux. Pour moi, il était important qu'on ait notre mot à dire et qu'on dise la vérité. Parce que je pense qu'ils nous ont mutilés en pensant qu'on resterait à la maison et qu'on se tairait, et on a décidé de faire autre chose. À cause du tir qui l'a handicapée, Vanessa a dû arrêter de travailler. Dans un premier temps, elle a perçu le RSA avant d'être officiellement reconnue en invalidité par l'assurance maladie et de commencer à toucher les prestations correspondantes. Mais surprise, elle subit de manière très rapprochée 2 contrôles de la caisse d'allocation familiale, la CAF. Et donc normalement j'ai là le papier de la CAF qui résume en fait les amendes que j'ai et où on voit donc 3 200 €, je crois qu'il y a 3 400 et en tout au total, donc du coup la dette est là, je dois 7 384,02 € pour le rembourser le RSA. J'étais au RSA, donc je comprends pas, je n'avais pas de revenus, j'ai pas caché de l'argent, j'ai pas touché d'argent en plus, donc je comprends pas qu'on me redemande de reverser un RSA auquel j'avais le droit. C'est là que j'ai craqué, quand j'ai vu cette somme. Et que j'ai pris ma calculette et que j'ai calculé que si je leur donnais 100 € par mois, j'en avais pour presque 7 ans à payer. Je me suis effondrée, c'était trop, c'était une attaque de trop, de l'argent que j'ai pas, c'était pas juste, et encore un truc qui me tombe dessus, quoi. Donc j'ai pleuré, je me suis enfermée à la maison, je voulais plus rien savoir, j'avais envie de faire plus aucune démarche, mais je crois même qu'à l'époque, j'avais appelé mon avocate en lui disant on laisse tomber, on laisse tout tomber. J'étais à un point où j'en pouvais plus. Vanessa n'est pas la seule à avoir des problèmes administratifs. 1 an et demi après la mort de son fils, Christian Chouvia subit lui aussi un contrôle, mais de la part de la Direction générale des finances publiques cette fois-ci. Son entreprise familiale de livraison, dans laquelle Cédric travaillait, se voit notifier un redressement d'un montant de 417 000 € par l'administration fiscale. On me reprochait des voitures qui n'étaient pas déclarées fiscalement, la facturation qui était pas justifiée alors qu'elle était totalement justifiée. On leur a donné plus d'1 an de contrôle. On a apporté les justificatifs ligne par ligne. À l'époque, on faisait même pas 50 000 € de résultats. Vous voyez, si on vous colle à 417 000 €, vous en avez pour 25 ans, vous les supportez. Vous ne pouvez pas vous relever. Tous les deux ont le sentiment que leurs problèmes avec l'administration sont liés à leur prise de parole et à leurs plaintes, sans en avoir la certitude. Parce que oui, qu'est-ce que la CAF ou le fisc ont à voir dans ces histoires ?
La police et l'administration peuvent bien s'échanger des informations officiellement, notamment pour lutter contre l'islam radical. En 2019, alors que Christophe Castaner est ministre de l'Intérieur, l'État met en place un nouveau système, les CLIR. Cellules départementales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, elles sont placées sous l'autorité du préfet. Le principe, réunir régulièrement tous les services départementaux de l'État, les préfets, la gendarmerie, la police, l'éducation, la CAF, les impôts ou encore France Travail, pour qu'ils échangent des informations sur les personnes ou structures suspectées de séparatisme. En 2021, nos confrères de C'est dans l'air racontaient le déroulement de ces fameuses CLIR. Ce jour-là, à la préfecture du Gard, le cas d'une association de soutien scolaire et de cours d'arabe est scruté de près. Une enquêtrice que nous ne pourrons pas voir pour des raisons de sécurité détaille les éléments de renseignement que ces services ont pu recueillir. Il y a eu quand même des témoignages de parents d'élèves qui ont expliqué que l'enseignement était particulièrement rigoriste. Lorsqu'une école, un commerce, un restaurant ou encore une association est suspectée de séparatisme, mais que les CLIR ne disposent d'aucun élément qui justifierait de l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux, ils vont utiliser un moyen détourné pour les faire fermer, rechercher des infractions annexes. Bonjour madame. Bonjour, je suis la directrice de cabinet du préfet. Voilà, donc du coup c'était pour savoir si on pouvait voir un responsable ou une responsable. À première vue, rien n'indique qu'il s'agit d'une école coranique clandestine et rigoriste. Mais les fonctionnaires se concentrent surtout sur des points techniques, sécurité incendie, hygiène et surtout les conditions d'accueil des enfants. Tous les gens qui ont des contacts avec les enfants, à quelque titre que ce soit, doivent être à jour de leurs obligations vaccinales obligatoires. Vous l'avez vu, tout y passe. Papier d'identité, diplôme, ils vérifient l'hygiène, la sécurité incendie et même la validité des vaccins des salariés. Nous sommes en train d'utiliser des réglementations de droit commun, ce qui est une manière indirecte d'agir. Donc c'est sûr que si on a des moyens d'agir plus directement, ça nous facilitera les choses. Attaquer des structures ou des individus par des moyens détournés, cela porte un nom, la méthode Al Capone. Oui, comme le nom du célèbre gangster américain. Un peu d'histoire. Dans les années 1920, l'homme a su tirer profit de la prohibition pour bâtir un empire criminel basé sur la contrebande d'alcool, le jeu illégal et la prostitution, tout en employant des méthodes violentes. À l'époque, les autorités fédérales sont déterminées à mettre un terme au règne d'Al Capone, mais se retrouvent face à l'impossibilité de le condamner pour ses activités criminelles. Tu peux rien contre moi, t'es rien, t'es qu'un insigne avec que blabla. T'es là parce que tu peux rien contre moi, tu peux rien avec les juges, le comptable tu l'as pas, t'as rien de rien. Niente, si t'étais un homme, tu m'aurais déjà eu, t'as que dalle, mon fagon. C'est là qu'une idée leur vient. Le poursuivre pour évasion fiscale parce qu'il n'a jamais déclaré ses revenus illégaux. En 1931, il est finalement reconnu coupable de 22 chefs d'accusation d'évasion, bien loin donc des accusations de meurtre ou de racket. Il est condamné à 11 ans de prison. Bon, revenons en France. L'école dont on parlait tout à l'heure a été fermée par arrêté préfectoral, tout comme plus d'1 millier d'établissements, de manière temporaire ou définitive, entre fin 2019 et début 2024. Et ce n'est pas tout. Ces contrôles ont permis de récolter presque 56 millions d'euros sur la même période. En 2022, le journaliste de l'Express Étienne Girard a enquêté sur les CLIR, dont la méthode a été perfectionnée sous Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement assume cette stratégie. Un conseiller de l'exécutif résume. C'est une stratégie de harcèlement administratif face à des organisations très habiles qui ne dépassent jamais la ligne rouge. À la fin de l'article, le journaliste questionne, à demi-mot, les possibles dérives de ce système. Une inquiétude qui s'avère légitime. Cette méthode est-elle véritablement justifiée ? Dans quel cadre doit-elle s'inscrire et avec quelles limites ? Et surtout, comment s'assurer que ces limites soient respectées alors que les personnes concernées ne savent pas vraiment pourquoi ces administrations interviennent ? La thèse que je défends depuis quelque temps, c'est de dire que la répression, elle déborde les institutions répressives traditionnelles, police, justice, administration, peut-être armée. Ce que l'on voit très bien depuis 2001 et la lutte antiterroriste, c'est que de plus en plus d'institutions vont être intégrées aux logiques punitives et aux pratiques punitives. Elle, c'est Vanessa Codaccioni, professeure de sciences politiques. Elle vient de publier un essai où elle explique comment les États punissent. Elle confirme nos doutes. Le militantisme est de plus en plus considéré comme une forme de terrorisme. Ce qui veut dire que le militantisme est de plus en plus géré par
les administrations qui gèrent prioritairement le terrorisme, que sont les services de renseignement et l'administration. Et ça veut dire aussi que finalement tout un chacun peut être réprimé, mais qu'il y a quand même une focalisation sur les personnes fragilisées, précarisées et minorisées. La grande force de cette stratégie, au-delà de sa capacité à toucher tout le monde, réside dans le fait que les individus contrôlés ne disposent d'aucune preuve d'un ciblage arbitraire. Parfois, ils ne parviennent même pas à l'imaginer. Au début, je me suis posé la question, mais après, quand j'ai vu d'autres militants à qui ça arrivait, là, je me suis dit c'est bizarre. Que ce soit que des militants, que ce soit que des gens qui ont déclaré des manifs, ou des mutilés, ou des gens que je connais parce qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille, ou parce qu'ils ont déposé plainte. Donc là, j'ai commencé à faire le lien et à me dire que finalement, c'est peut-être parce que je suis militante, parce que je me montre et parce que je dénonce des choses. Il n'y a pas de preuve flagrante. Je n'ai pas les moyens financiers pour aller cueillir les fichiers de l'État, et de savoir qui c'est qui a ouvert sa bouche un jour et qui a dit « Allez me contrôler à la famille Chouviat là, parce qu'ils nous font chier sur ce dossier-là, on va essayer de les taquiner un peu, nous. » Des preuves de l'utilisation de la méthode Al Capone pour cibler des militants, on a essayé d'en chercher. Et on en a trouvé. Voici l'histoire de Sophie. En 2019, Sophie est une mère célibataire de 36 ans. Elle est séparée du père de ses enfants, mais ils sont actifs dans le mouvement des Gilets jaunes. La même année, une perquisition a lieu au domicile de Sophie dans le but d'interpeller le père de ses enfants qui venait leur rendre visite. 2 ans plus tard, en 2021, elle reçoit une visite des contrôleurs de la CAF. Je leur ai demandé si ça avait été en lien avec la perquisition. Et ils m'ont dit non, c'est aléatoire, c'est l'ordinateur qui a décidé de ce contrôle-là. Là, il n'a pas voulu me donner ses motivations. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, visiblement, ils n'avaient pas grand-chose, ou s'ils avaient des éléments, ça venait pas de leur service, puisqu'ils n'avaient absolument rien à nous reprocher concernant nos statuts administratifs, quoi. Bilan du contrôle. La CAF estime que Sophie a fraudé. L'organisme l'accuse de vivre avec le père de ses enfants, alors qu'elle déclare être mère isolée à la CAF. Malgré les contestations et en fournissant les preuves nécessaires, elle vit seule, paye seule son loyer, dispose de son propre compte bancaire, mais rien n'y fait. Sophie et le père de ses enfants ont un trop-perçu de prestations sociales de 23 443 €. Et, cerise sur le gâteau, la CAF fusionne leurs 2 dossiers, ce qui diminue drastiquement les aides pour la maman solo. C'est tout est pris en compte, hein. La CAF, le RSA, les aides, les primes à la naissance, les primes de Noël, tout ce truc-là, voilà. Donc ça faisait 22 000 €, puisque c'était mon enfant avait 5 ans, je crois, à l'époque. Donc c'était de ses 0 à ses 5 ans, et plus j'attendais mon 2e enfant. Sophie décide de saisir le tribunal administratif pour contester cette dette. Elle se rapproche d'une avocate qui l'aide à obtenir le rapport d'enquête de la CAF pour avoir des éléments de défense le jour du procès. Et là, elle apprend que ce contrôle CAF est loin d'être si aléatoire. Ces différents papiers, notamment le rapport d'enquête sur lequel on voit qu'effectivement ça a été une dénonciation de la police, gendarmerie, préfecture. Vous avez bien entendu. Contrairement à ce que lui affirmait la CAF, son contrôle fait bien suite à un signalement de la police. Un signalement qui n'a rien à voir avec les raisons de l'interpellation du père de ses enfants. Pourquoi la police a-t-elle fait ce signalement ? Et Sophie n'est pas la seule. Au moment de son affaire, l'association La Quadrature du Net, qui défend les libertés numériques, enquêtait justement sur les liens entre la police et la CAF et est parvenue à se procurer un document exclusif qui prouve ces liens. On a mis la main sur un accord entre l'État et la CNAF, donc la Caisse nationale des affaires familiales, qui vise à faciliter ou à encadrer, à rationaliser l'échange d'informations entre la police et les CAF. C'est-à-dire qu'en dehors de tout encadrement réel, les administrations sociales peuvent recueillir des signalements de la part de la police sur des affaires que la police est en train de traiter pour déclencher derrière des contrôles CAF. Ce fameux document confidentiel, c'est celui-ci. Il fait 5 pages et est signé par le directeur de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité sociale et de la CNAF. Son objectif est écrit noir sur blanc. Partant du constat que des délinquants tirent des revenus substantiels de leurs activités illégales, tout en bénéficiant dans le même temps de prestations et d'aides,
Alors même que leurs revenus illicites sont très nettement supérieurs au plafond prévu pour ces prestations, le protocole prévoit d'organiser des signalements entre les services de police et les unités de gendarmerie d'une part, et les CAF d'autre part. Cette feuille de route encadre le partage d'informations entre les signataires et lève le secret professionnel. Les services de police et de gendarmerie peuvent transmettre à la CAF et à la sécurité sociale des procès-verbaux, des mains courantes, des rapports d'enquête et tout autre document qu'ils jugent pertinent pour lutter contre la fraude. Le principe, lorsqu'ils auditionnent une personne, les policiers s'appuient sur un procès-verbal type annexé au protocole. Un formulaire qui organise la collecte des informations en plusieurs rubriques avec des questions toujours plus intimes comme « Avec qui vivez-vous ? Quelle est la nature de votre relation avec ces personnes ? Quel est votre salaire ? Ou encore « Quel est le salaire de votre conjoint ? » Si ces questions peuvent paraître innocentes, elles constituent une matière très importante pour les services, puisque ce procès-verbal est ensuite transmis tel quel à la CAF ou à la sécurité sociale, qui peuvent par la suite déclencher des contrôles. Et c'est les CODAF qui sont à la manœuvre pour piloter tout ce petit monde. Les comités opérationnels départementaux antifraude. C'est la même chose que les CLIR dont on vous parlait un peu avant. Des préfets, des procureurs, des représentants de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et des administrations sociales du type France Travail ou la CAF qui se réunissent pour partager des informations. Mais cette fois, le but affiché est différent. Les CODAF luttent non pas contre le séparatisme, mais contre la fraude. Mais dans l'arrêté ministériel de juin 2021 qui encadre les CODAF, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, assume utiliser les CODAF pour ce qu'il appelle des enjeux connexes, comme la lutte contre la radicalisation et le trafic de stupéfiants. À l'occasion d'une garde à vue, par exemple, la police peut signaler un dossier qu'elle estimerait être suspect pour que derrière, France Travail ou la CAF aillent faire des contrôles. L'exemple de Sophie, il est assez parlant sur les dérives assez rapidement possibles de ce type d'organisation. C'est-à-dire que ce mécanisme, ce système de signalement de la police vers les administrations sociales, dont la CAF, il n'est pas encadré, il n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que la police a l'opportunité du signalement et peut décider que sur certains dossiers, qui peuvent être avec des relents d'abus contre des militants, contre des personnes migrantes, etc. C'est possible de fait d'avoir des abus en orientant des contrôles, notamment de la CAF. Et donc ça montre à quel point ce système-là pose problème, parce qu'on va donner un pouvoir de répression supplémentaire entre les mains de la police, qui va utiliser le levier de la CAF pour contourner la justice ou en tout cas accentuer la répression contre, ici, des personnes militantes. Les CODAF seraient-ils donc aussi utilisés pour viser les militants, comme dans le cas de Sophie ? Les personnes ne savent pas que lorsqu'elles sont en train de subir un contrôle de leur CAF, c'est suite à un signalement de la police. Et donc comme les personnes ne sont pas informées de l'existence de ces signalements, elles ne peuvent pas s'y opposer, elles ne peuvent pas les contester. Selon Vanessa Codaccioni, il y a là une volonté de faire payer financièrement les individus à réprimer. Toucher le portefeuille, réprimer les gens par l'argent, me semble une nouvelle forme de répression qui est très peu dénoncée et qui est en réalité extrêmement importante et peu visible. Je pense que de toute façon, il est clair que leur objectif, c'est qu'on laisse tomber. Ils jouent surtout pour que psychologiquement, on soit anéanti, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. J'ai trouvé ça plutôt malin de leur part d'aller attaquer sur ce terrain-là, parce que d'une part, effectivement, ça te neutralise au niveau du financier, mais aussi au niveau de ton énergie. France Travail ou la CAF sont des administrations censées assurer un accompagnement social. Or, dans ce cadre, elles semblent devenir progressivement le bras droit d'une institution policière et répressive. Est-ce vraiment leur rôle ? La CNAF n'a pas un rôle de répression, elle n'a pas un rôle de juger si la personne a commis un délit ou pas. Or là, avec ce système de signalement, par la police vers les CAF, eh bien, on a une forme de contournement de la justice. Et on a une forme de substitution de la justice par une institution dont ça n'est pas le rôle. Début 2025, le parquet de Paris a renvoyé 3 policiers devant la justice pour homicide involontaire dans l'affaire de la mort de Cédric Chouviat. Christian Chouviat, lui, a mis la clé sous la porte le 14 mai 2025. Il souhaite désormais tourner la page et déménager. Mais ils n'en avaient rien à foutre des 417 000.
Eux, ce qu'ils voulaient, c'était fermer la boîte. Ils ont gagné, ils ont rêvé. Vanessa est toujours en attente du procès du policier responsable du tir de LBD. Elle a réussi à obtenir une remise de dette partielle, mais continue de rembourser 85 € par mois. C'est ce qui me manque pour finir la fin du mois, quoi, pour les dernières courses, pour tout ça, parce que la dernière semaine, je suis toujours à 0. Donc c'est compliqué, ces 85 € seraient utiles pour moi, sont très utiles pour moi, parce que je suis précaire. L'État m'a handicapée, m'a précarisée du coup. J'en ai assez. Donc maintenant, je paye. Si mon assistante sociale ne trouve pas une solution, je me tais, je paye. Voilà. Donc j'attends rien de la justice. Moi, je veux juste... limite classer mon dossier. Désolée, mais classer mon dossier, je fais l'administratif et je passe à autre chose. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de vous acharner contre moi et arrêtez. C'est tout ce que je demande, moi. Il n'y aura pas de justice. On ne condamne pas la police, on ne condamne rien. On est toujours traités comme des coupables. J'en ai assez. Au terme d'une bataille juridique, en 2022, Sophie a obtenu gain de cause. Sa dette a finalement été annulée par le tribunal administratif 3 ans après. Je me suis sentie soulagée, je me suis dit, ah, enfin, quand même, voilà, la lutte paie. Depuis le début de sa procédure contre la CAF, Sophie a mis un frein à son militantisme. C'est une sorte de petit coup de poker qu'ils ont tenté en disant on va pas jouer sur le terrain politique, mais on va jouer sur le terrain administratif. Comme ça permet de sortir du terrain médiatique pour eux. Et c'était difficile de venir justifier une sorte de mobilisation autour de cette question-là. C'est quand même assez difficile de dire venez m'aider, j'ai un contrôle CAF et je me retrouve avec des deux de la CAF. Et dire venez m'aider, là, je me retrouve dans un procès politique et il faut m'aider pour me soutenir dans des procès, etc. Moi je pense que c'est redoutable. Le gros danger, c'est de voir tous les mouvements ou militants considérés comme illégitimes par le pouvoir finir réprimés avec des méthodes sournoises et qui entravent le droit à la défense. Un mouvement qui n'est pas réprimé est un mouvement qui ne gêne pas le pouvoir politique. C'est un peu horrible de le dire comme ça, mais c'est vrai. Quand on est réprimé, c'est qu'on gêne. Donc du moment qu'on défend une cause sensible, qui est clivante, qui est progressiste, véritablement progressiste, l'antifascisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'islamophobie, le soutien à la Palestine aujourd'hui qui ne devrait pas être clivant mais qui le devient et qui devient une cause illégitime, on va être réprimé. Et je pense véritablement que le grand danger qui vient mais qui est déjà là, c'est qu'on puisse plus faire grand-chose, d'une part, plus militer, plus manifester, plus se réunir, plus voir des gens qu'on aime, avec qui on milite, avec qui on partage des idées, etc. De moins en moins s'exprimer, de moins en moins faire aussi. Et ce qui se profile, c'est ce qui est déjà le cas aussi, c'est que ce qui est considéré comme légitime, légal, se réduise de plus en plus comme une peau de chagrin. C'est-à-dire que de plus en plus de discours, d'actes ou de comportements ordinaires deviennent criminalisables et donc réprimés. Contacté, le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui gère les CLIR, ne nous a pas répondu. De même pour la direction générale des finances publiques. Le ministère de l'Intérieur nous a renvoyés vers Bercy, et Bercy, qui gère les CODAF, n'a pas tenu à répondre à nos questions. Seule la CAF a réagi à nos sollicitations. Voici leur réponse. Les caisses d'allocation familiale sont tenues de s'assurer que les aides sont versées conformément aux conditions prévues par le droit, et donc de contrôler la situation des allocataires pour prévenir et détecter les erreurs et les fraudes. L'échange d'informations entre les différents partenaires des services publics de l'État prévus par le protocole que vous évoquez permet à la CAF de réintégrer des revenus identifiés issus d'activités illicites pour calculer le montant des prestations effectivement dues sur les périodes considérées. Cet échange d'informations est conforme au droit en vigueur. Nous sommes de retour sur le plateau de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Je suis en compagnie de Lydia Ménès, journaliste indépendante, autrice de cette enquête. Bonjour. Bonjour Nadia. Et Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales et militant spécialiste des politiques sécuritaires. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ma première question, elle est pour vous. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de ce documentaire, de cette enquête. Première réaction à chaud?
Je trouve ça très efficace et pertinent parce que ça vient effectivement appuyer sur une zone d'ombre du dispositif répressif et en plus pour ma part prenant part aux luttes contre les violences policières, c'est des choses dont j'avais entendu parler mais j'en avais pas vu l'aspect aussi systématique et en fait ça constitue une pièce qui vient s'intégrer parfaitement dans ce que j'essaye de raconter dans le livre dont on va peut-être se parler. Du coup vous participez à construire un élément important là, et pour les luttes et pour la compréhension de ce à quoi on fait face. Merci pour ce retour. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre de feedback de spécialistes. Donc, tu as travaillé plusieurs mois sur cette enquête et tu as rencontré et discuté avec d'autres personnes, d'autres victimes de violences policières, militants, manifestants, manifestantes, dont une partie a eu peur de témoigner car ils ont l'impression en fait d'être soit eux-mêmes, soit d'être pris pour des fous, de ne pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les échanges que tu as pu avoir Oui, j'ai eu en effet ce genre de retour et je pense surtout, là avec ta question, je pense surtout à quelqu'un en particulier, une personne qui a été victime de violences policières, que j'ai appelée, que j'ai eu au téléphone et en fait je lui ai demandé clairement, est-ce que toi tu as eu l'impression d'avoir été victime d'une forme de répression administrative, est-ce que voilà il y a des moments où tu as eu l'impression que tu subissais des choses comme ça, et au début il me dit non. Pas du tout, ça me dit absolument rien. Et après, au fil de la discussion, il commence à réaliser, il me dit « Ah, mais en fait, j'ai un peu galéré pour récupérer ce papier à la préfecture. Et puis, en fait, j'ai eu quelques amendes de stationnement que je comprends pas trop. » Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, il a commencé à réaliser et il me disait « Mais non, mais je suis fou. Mais non, ça peut pas... C'est un lien que je fais, mais c'est pas réel. » Et en fait, la sensation que c'est pas normal, c'est-à-dire qu'il l'a pas vécu avant, que c'est des choses qui se sont déclenchées après, mais à la fois il veut pas y croire non plus. Exactement. Toutes ces choses ont été, toutes ces difficultés qu'il a rencontrées avec l'administration sont arrivées après ces violences policières et après surtout la médiatisation de cette violence policière. Et voilà, il était dans un espèce de flou pendant cet appel. Et au final, je pense que la raison entre guillemets, l'a emporté puisqu'il a refusé de participer à cette enquête. D'accord. Ouais. Moi, j'ai un peu réfléchi à cette question de flou et c'est un peu quelque chose qui est abordé dans votre livre, Mathieu Aygouste, La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire, que j'ai eu la chance de lire. Est-ce que le côté pernicieux, non frontal de ces méthodes, est-ce que c'est nouveau et est-ce que c'est une stratégie pensée par les États ? Alors justement, c'est pas nouveau. L'une des colonnes vertébrales de cette enquête, la guerre globale contre les peuples, c'est les doctrines de contre-insurrection, c'est-à-dire les moyens que les États se donnent pour empêcher d'être renversés, pour empêcher les soulèvements populaires, pour contrôler les populations, entre guillemets. En général, c'est les classes populaires, les peuples colonisés, etc. Et dans ces doctrines de contre-insurrection, on a en général deux pôles principaux. Un premier qui est de l'ordre de la surveillance, répression, l'usage de la violence, de la force pour écraser les mouvements contestataires. Et un deuxième pôle qui est celui de la conquête, qui est dit de la conquête des cœurs et des esprits ou de l'action psychologique. Et là, dont le but, c'est d'encadrer la vie quotidienne, d'influencer, d'utiliser de la propagande, de travailler, comme c'est dit, les cœurs et les esprits. Ça marche jamais complètement, mais dans ce pôle-là, il y a régulièrement, et on l'a vu parce que la France, l'impérialisme français a été une matrice importante de ces doctrines. Et dans la guerre d'Algérie, c'était des dispositifs qui étaient très utilisés, où l'utilisation d'un travail administratif pour encadrer la population, pour surveiller ses pratiques quotidiennes, mais aussi pour pouvoir la réprimer, était vraiment au cœur d'un dispositif plus général de guerre contre la population. C'est-à-dire qu'une répression administrative conjuguée à de la propagande et à un quadrillage militaro-policier du territoire participait de tout un processus dit de pacification, mais donc en réalité de guerre contre la population.
Mais du coup, c'est vraiment une guerre psychologique, c'est-à-dire que l'idée étant de faire passer le message que à tous les niveaux de l'administration, il y a un contrôle sur vous. Est-ce que c'est vraiment une stratégie qui est pensée contre les militants, contre les mouvements qui peuvent être considérés comme trop gênants? C'est formalisé? Oui, c'est formalisé. Par exemple, dans le livre, je suis une centaine de manuels, de traités, de doctrines de contre-insurrection. Donc vraiment ces techniques-là qui ont été couchées sur le papier, qui ont été travaillées, diffusées de manière internationale et qui permettent aux armées, aux polices du monde entier de se former, de réfléchir ensemble, d'évoluer. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne exactement comme ça a été fantasmé. Dans la réalité, les désirs de puissance, de toute puissance, de préscience, d'omniscience des classes dominantes n'aboutissent jamais au point où ils ont été rêvés, parce qu'il y a des contradictions institutionnelles et puis il y a les résistances populaires. Mais très clairement, et on le retrouve jusque dans les techniques de police aujourd'hui en garde à vue, où casser la résistance psychologique d'une personne interpellée, ça fait vraiment partie d'un processus enseigné. Et la garde à vue elle-même sert à ça, à casser les résistances psychologiques dans l'idée qu'on va pouvoir faire parler la personne. Et la répression administrative, on peut très clairement poser l'hypothèse qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, notamment dans le fait d'avancer un peu masqué, on ne sait pas pourquoi ça nous tombe dessus, et en même temps on imagine qu'il y a des liens, on le suppose, et puis la répression administrative, comme toutes les répressions, elles viennent toujours appuyer sur quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilisation. On essaye de faire en sorte que vous vous sentiez responsable de ce qui vous arrive. Et donc en gros, que le dominé et la victime passe lui-même dans sa tête pour quelqu'un qui a participé à ce qui lui arrive. Et donc c'est à la fois pensé, et en même temps, il y a toute une série de dynamiques qui ne sont pas maîtrisées non plus. Et il faut bien se dire que dans les interstices de cette mécanique-là, il y a la possibilité de résister. Après, il faut dire que ça fonctionne assez bien quand même, parce que, en tout cas, sur les personnes qu'on a rencontrées, globalement, c'est hyper difficile de faire face, quoi. On voit bien dans le documentaire. Déjà de le réaliser, et ensuite, une fois qu'on l'a réalisé, de l'expliquer aux autres. Donc ça, c'est une step, c'est un niveau au-dessus, en fait, parce qu'il y a soi-même penser qu'on est fou, le dire aux autres, passer pour un fou. Et ensuite, il y a quelque chose, et ça, c'est abordé à la fin du documentaire par Sophie, il y a en fait toute cette idée de mobilisation de la communauté militante, des militants. En fait, c'est hyper dur de dire « venez m'aider, j'ai un contrôle CAF ». Oui, ça mobilise pas trop les... Je dirais oui et non, mais en fait, là, on touche au cœur du problème. En vérité, ça fonctionne quand on est isolé. Plus on est isolé, plus on est seul, face à la répression, mais face aux idéologies dominantes aussi. Quand on est tout seul face à BFM, ça marche mieux que quand on est dans une communauté de pensée critique, quand on est avec une famille de militants, quand on est dans son quartier avec des gens qui passent leur temps à se méfier de ce que leur raconte le pouvoir, mais aussi prendre le temps de discuter, lire, etc. En fait, quand on est dans un groupe social qui se questionne et produit une contre-pensée critique, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et là, on le voit très clairement, la personne que vous avez essayé d'interroger et qui finalement s'est désistée, sans doute qu'elle est isolée aussi de ce point de vue-là, alors que la camarade des Gilets jaunes, alors ça a l'air très dur pour elle aussi, mais pourtant elle produit un discours dessus, il y a une réaction collective, et puis on voit qu'en fait aussi les luttes s'emparent de la question, et d'ailleurs moi, les rares fois où j'avais entendu parler de ça, c'était justement dans les luttes contre les violences d'État. Alors, on parle beaucoup de la répression des militants depuis le début de cette table ronde, dans cette enquête. Mais nous, on sait, et notamment via vos travaux, les travaux de Vanessa Codaccioni qu'on a pu entendre, que d'autres populations peuvent être visées par ce type de répression. Quelles sont-elles ? C'est toujours la même histoire. C'est les plus dominés qui sont touchés en premier et de manière, je dirais, systémique et structurelle. En fait, là, on touche à nouveau à l'histoire qu'il y a dans ce livre, qui est une histoire de la guerre, du contrôle, de la surveillance, de la répression, et qui vient nous montrer que, en fait, la grande distinction dont on nous a parlé, dont la modernité capitaliste nous a parlé, c'est-à-dire la séparation du temps de paix et du temps de guerre, la séparation du policier et du militaire, la séparation des pouvoirs, le juridique, le judiciaire, l'exécutif, etc. Tout ça, ça aurait été amené par la modernité occidentale et capitaliste, en même temps que les droits humains, l'égalité, la justice, la raison, qui, comme on le sait, on a bien vu, ça a bien fonctionné, c'est bien ça qui a été répandu sur Terre. Bon, ça...
il n'y a plus grand monde pour y croire, mais par contre, ces distinctions-là, on a tendance, à l'intérieur des centres impérialistes, à continuer d'y croire. Qu'il y a véritablement une séparation démocratique des pouvoirs, mais en fait, pour qui? Et donc, l'histoire de ce livre, c'est justement de montrer que depuis les damnés de la terre, depuis les prisonniers, depuis les exilés, si on regarde cette histoire-là, depuis les quartiers populaires, depuis les minorités de genre, les personnes sexisées, depuis les exploités, etc. Toute cette histoire-là, en fait, elle nous montre que dans les périphéries, du côté des classes les plus dominées et les plus exploitées, cette séparation entre le temps de paix, le temps de guerre, cette séparation des pouvoirs, en fait, elle n'est jamais clairement réalisée. Il y a toujours une sorte de continuum de guerre et de contrôle qui frappe les classes les plus dominées. Et ça, c'est la normalité. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur des centres impérialistes, il y a... Quand le pouvoir est confronté à une crise dans le maintien de l'ordre, quand il n'arrive plus à maintenir l'ordre social, une société inégalitaire, eh ben, il va puiser dans les répertoires de cette guerre permanente contre les peuples. Et là, c'est quelque chose comme ça qu'on observe aussi, c'est-à-dire que dans les périphéries coloniales, et on pourrait le dire donc très clairement dans les quartiers populaires, dans les prisons, dans le régime des frontières et très clairement contre les prolétaires non blancs, cette séparation des pouvoirs, elle n'existe jamais réellement, jamais complètement. Et là, elle vient frapper les militants de manière là plus exceptionnelle, mais c'est en train de se généraliser aussi parce qu'on est justement dans une crise de plus en plus structurelle du capitalisme. Du coup, c'est comme s'il y avait une sorte d'extension des colonialités qui constitue en fait le dessous de l'iceberg de la modernité capitaliste. Vous parlez de la fin de la distinction, si elle a déjà existé, en tout cas cette distinction. Et du coup, nous, on a aussi remarqué l'élargissement avec la fin de cette séparation des pouvoirs, etc. Un élargissement des cibles, un élargissement des administrations engagées dans la répression et leurs compétences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est très clairement. C'est la même histoire qu'on se dit avec des mots différents, mais en fait assez proches. Disons qu'en fait, sur une histoire longue, globale, connectée, de la guerre, du contrôle, de la répression, les rares strates des classes populaires, de la population en général, qui ont pu bénéficier de la séparation des pouvoirs, de la différence entre la guerre et la paix, en général, c'est les strates privilégiées des classes populaires. Donc pour les centres impérialistes, en général, ça veut dire les classes moyennes blanches. Mais même ça, ça dépend des époques, parce que quand le mouvement ouvrier, et notamment les strates blanches du mouvement ouvrier, passent à des modes d'action directs, offensifs, menaçants, là aussi, il y a une extension de la colonialité et le pouvoir se remet à traiter l'ensemble des classes populaires sous l'angle de la guerre policière, sous l'angle de la contre-insurrection, ce dont on se parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un continuum de violence où le pouvoir s'autorise à mutiler, s'autorise à prendre le risque de mettre à mort, et où en fait les corps sont à nouveau considérés comme sacrifiables, alors que la modernité occidentale a plutôt reposé sur le fait justement de distinguer des corps sacrifiables dans les périphéries coloniales, les corps non blancs, et des corps prétendument insacrifiables dès lors qu'ils sont construits et distingués comme blancs. C'est dans cette logique d'élargissement que on voit maintenant, par exemple, de plus en plus des brigades de police qui n'avaient rien à voir avec le maintien de l'ordre être impliquées dans le maintien de l'ordre. Je pense aux événements récents avec le RAID à Marseille ou la BRI à Paris pendant les Gilets jaunes, où c'est quand même des brigades d'intervention de haut spectre qui normalement interviennent dans des cas de terrorisme, voire de grand banditisme armé. C'est la même logique pour vous, ce mélange du coup des policiers qui peuvent intervenir sur le maintien de l'ordre? Oui, très clairement. C'est ce que dans le livre j'appelle la mécanique impériale. C'est le fait qu'il y a une sorte de boomerang, d'aller-retour des dispositifs de pouvoir, de savoir. Donc, par exemple, la manière de contrôler les gens, les armes. La plupart des armes qu'on subit dans les quartiers populaires et qui d'abord arrivent dans les quartiers populaires sont testées, expérimentées, généralisées là,
et dans les prisons et dans les régimes de frontières. Avant, en général, elles ont été testées, expérimentées, normalisées dans les périphéries coloniales. C'est très clair pour les grenades dites de désencerclement, qui sont des grenades mutilantes. C'est très clair pour les gaz. Mais les techniques de NAS, d'enfermement, simplement l'incarcération raciale de masse, c'est la normalité de la prison dans la périphérie coloniale. Et ça, c'est aussi ce qui a commencé à se généraliser dans les centres impérialistes depuis une vingtaine, trentaine d'années, un peu plus pour les États-Unis. Et donc on a des allers-retours, des réimportations de ces dispositifs-là. Et une fois qu'ils ont été normalisés à l'intérieur des quartiers populaires, là où est le prolétariat, là où sont celles et ceux qui bénéficieraient le plus d'un renversement du système, hein, c'est aussi pour ça que le pouvoir investit énormément dans le contrôle, la surveillance, la répression des quartiers. Et ben ça sert à nouveau d'expérience, d'un nouveau répertoire, une nouvelle malle à outils. Et on l'avait vu très clairement pendant les Gilets jaunes. Le pouvoir confronté à une crise dans le maintien de l'ordre, il n'arrive plus à obtenir le consentement des opprimés, il n'arrive plus à obtenir leur soumission, et bien il va aller piocher des dispositifs dans les techniques du maintien de l'ordre dans les quartiers populaires. Ça ne veut pas dire que ça va être utilisé de la même manière, mais du coup là on va chercher la technique BAC, le dispositif BAC. On va rechercher le dispositif voltigeur qui avait été dissous après la mise à mort de Malek Oussekine. Et le mélange du dispositif BAC, voltigeur, plus la logique néolibérale d'optimisation, d'accélération, ça fait la brave, M. C'est-à-dire donc des unités survirilisées, surviolentes, de saute dessus, à moto, et dont la violence est complètement couverte d'un système d'impunité. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les manifestations on nous dit beaucoup que c'est pas plus violent qu'avant, que les mobilisations sont plus violentes et que c'est plus dangereux et que c'est pour ça qu'ils interviennent? Alors ils disent beaucoup ça. La violence, c'est pas une quantité. Et puis en plus, il faut pas qu'on se fasse avoir par l'idée que la force avec laquelle répondent les opprimés, ce serait la même chose que la violence qu'ils subissent. C'est-à-dire quand des policiers frappent égal, quoi. Des militants, des manifestants qui sont en train de lutter pour leurs droits, c'est pas la même chose que quand des opprimés dans un quartier populaire organisent une révolte parce qu'on a tué un de leurs frères, ou etc. Donc le mot violence, des fois, il a ce problème-là qui fait croire que l'action des dominants, elle serait comparable à celle des dominés, c'est-à-dire un geste répressif, oppressif, on le mettrait au même niveau qu'un geste de résistance et de libération. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut effectivement se dire que aussi, effectivement, le pouvoir est obligé d'évoluer en permanence parce que les résistances évoluent. Et très clairement, l'évolution de la police, c'est à la fois lié à des questions économiques, c'est-à-dire que la police est un marché, une marchandise, une vitrine des armes qui se vendent dans le monde entier, mais c'est aussi une institution qui a pour fonction de reproduire l'ordre social inégalitaire. Et donc, quand, dans les quartiers populaires, au cours des années 70, 80, 90, aussi les opprimés inventent des nouvelles manières de s'organiser, de fuir, de contourner le dispositif, de contre-attaquer, la police s'adapte. Mais il ne faut pas le voir comme une sorte d'ensauvagement tel que c'est dit par les médias des milliardaires qui nous diffusent leurs idéologies d'extrême droite. C'est simplement les opprimés se défendent et ont des savoir-faire. Il y a un art de la résistance, de la Palestine, de toutes les colonies jusque dans les quartiers populaires du monde. Il y a un art de la résistance et la police est aussi l'institution qui est chargée de briser la possibilité de se libérer. Là, je vais prendre un pas de côté par rapport à notre discussion, mais quoique pas tellement. Mais j'ai l'impression que la lutte antiterroriste, d'après mes recherches et les interviews que j'ai menées, ça a été un tournant et ça a vraiment transformé le champ répressif. Est-ce que vous avez pu constater ça, vous aussi ? Ça dépend ce qu'on met dans la lutte antiterroriste, parce que en fait, la figure du terroriste, en fait, c'est la figure. Le langage de l'antiterrorisme désigne comme terroriste ce qui gêne le pouvoir en général. Et dedans, on peut retrouver toutes sortes de choses. On peut retrouver des réactionnaires qui se revendiquent d'une religion, mais on retrouve en général tous les résistants de toutes les époques se sont toujours fait désigner comme terroristes. Et donc, les lois scélérates, par exemple, à la fin du 19e siècle, qui sont une des bases des juridictions antiterroristes modernes, c'est contre les anarchistes. Et ils sont traités de terroristes. Les résistants au nazisme dans la Deuxième Guerre mondiale sont accusés de faire du terrorisme. Le mouvement de libération du peuple algérien pendant la révolution algérienne est accusé de terrorisme, etc. Donc c'est quand même une histoire longue dans laquelle l'antiterrorisme d'aujourd'hui, sinon celui
on pourrait dire qu'il y a une séquence qui s'ouvre dans l'après 68, qui est la séquence sécuritaire, et puis il y a une séquence clairement qui est aussi de renforcement, d'intensification dans l'après 2001. Alors, ça va puiser dans toute cette histoire-là. Si on prend le terrorisme comme des gens qui s'attaquent à des civils qui ne sont pas impliqués dans les... Et oui, mais alors, si le terrorisme, c'est de terroriser et de s'attaquer à des populations civiles, en fait, tous les États-nations occidentaux, depuis le XVe siècle, sont des États-nations terroristes. Et du coup, on ne comprend plus grand-chose. C'est pour ça que moi, je me refuse à utiliser cette catégorie-là. Je veux dire, même quand des réactionnaires, se revendiquant de ce qu'ils veulent, posent une bombe au milieu... En fait, c'est une opération armée. Et après, on peut discuter politiquement de est-ce que ça sert l'émancipation des gens ou pas, ça sert quel État, etc. Quelles idéologies, etc. Et alors, pour finir de vous répondre, effectivement, il y a dans l'antiterrorisme très contemporain des nouvelles dynamiques, mais qui, elles, sont liées à l'économie politique contemporaine, c'est-à-dire au capitalisme néolibéral, ultralibéral, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser, optimiser, intensifier, accélérer les dynamiques de capture, c'est-à-dire de faire des proies, saisir des gens, mettre en scène, c'est parce que aussi le terrorisme, c'est aussi une marchandise médiatico-politique. Il faut pouvoir montrer qu'on a saisi des gens dans les grands médias, mais aussi dans les tribunaux, etc., dans les arènes politiques. Et donc il y a toute cette dynamique néolibérale là, d'intensification, on pourrait presque dire d'automatisation, qui vient transformer l'antiterrorisme. Alors avec tout ça, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la répression, notamment des militants en France et ailleurs? À quoi on doit se préparer? J'ai envie de dire quelle est la prochaine étape, mais c'est un peu difficile. Vers quoi on va en fait? À quoi il faut qu'on s'attende? Bon, la dynamique de transformation qui est très clairement à l'œuvre, on la voit dans les salons d'armement où j'enquête aussi beaucoup, c'est clairement le pouvoir algorithmique, la dite intelligence artificielle qui s'applique à tout. Alors, elle s'applique à tout et en même temps, elle réussit très rarement à mettre en œuvre ce qu'elle prétend. En général, ce qu'on observe, c'est ce qu'on se disait juste avant, c'est-à-dire une automatisation, une robotisation, une accélération des rapports de domination qui sont déjà présents. C'est-à-dire, ce sont les mêmes corps qui sont visés, les pauvres, les non-blancs, avec une différence sur la question du genre. Est-ce que les femmes non-blanches et les femmes blanches ne sont pas traitées de la même manière par les appareils répressifs, etc. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on a une robotisation de cette mécanique-là. Sur un temps plus long, je crois qu'il faut avoir bien en tête le cynisme pur et la violence brute qui structure les États-nations à toutes les époques et tout autour de la planète. Lorsqu'un État s'est fait déborder par des révoltes populaires, par des soulèvements, il a toujours rouvert le domaine de la guerre et la militarisation. Et ça, Karl Marx le disait déjà au XIXe siècle, l'État entretient une armée pour pouvoir l'envoyer contre le peuple lorsqu'il y a un processus révolutionnaire. Ça, on peut se dire très clairement que le jour où on est au bord de rentrer dans l'Élysée, de renverser le système, évidemment, l'État déploiera des modalités qui sont de l'ordre de la guerre contre le peuple. Mais en fait, ce qu'il faut bien se redire, c'est que cette logique-là, elle est déjà au cœur de la gestion des quartiers populaires, des colonies, des prisons, d'une certaine manière du régime des frontières. Donc c'est pas tant une nouveauté, c'est une continuité. Et je le redis encore, tout ça, c'est des mécaniques qui sont traversées d'interstices. Et encore une fois, cette histoire longue, globale, connectée, elle nous montre que ces systèmes de pouvoir qui ont été construits sur la guerre contre les peuples, ils sont obligés en permanence de se réagencer, de se restabiliser, de se reconfigurer, parce qu'en fait, ils sont en permanence confrontés à des résistances populaires qui elles-mêmes réfléchissent, se réorganisent, ont une créativité, et aussi parce que les opprimés, pour pouvoir survivre, déjà pour avoir accès à une vie digne, mais simplement pour pouvoir survivre, sont obligés de s'organiser, d'organiser de la résistance. Et donc ça vient nous dire une nouvelle fois que les seules lignes qu'on a face à tout ça, c'est s'organiser par nous-mêmes, organiser nos résistances et organiser une transformation complète de la société.
Moi, j'ai une dernière question pour finir. Est-ce que vous êtes d'accord avec la dernière phrase de Vanessa Codaccioni dans notre enquête, où elle dit qu'à terme, elle a peur qu'on puisse plus militer, qu'on puisse plus rien faire, qu'on ne puisse plus se réunir, etc. Est-ce que vous aussi, vous partagez cette crainte et en fait, est-ce que vous aussi, vous avez peur qu'au final, on ne puisse même plus se réorganiser ? Je comprends la crainte, parce qu'il y a une logique qui est réelle, qui est, comme on s'est parlé tout à l'heure du boomerang colonial, c'est-à-dire là, les centres impérialistes réimportent aussi à l'intérieur des métropoles la forme dictatoriale. C'est-à-dire que jusqu'ici, ils jouaient sur le mythe de la démocratie libérale, tout en étant eux-mêmes responsables de mettre en place des dictatures, de soutenir des dictatures partout dans le monde. Et bon, là, en fait, cette forme-là est en train de se réinstaller, tout avec la montée de la néofascisation. Donc des régimes néofascistes ultra-autoritaires sont très clairement en train de se mettre en place. Par contre, si on regarde l'histoire des opprimés sur le temps long, en fait, sur la plantation esclavagiste, dans le camp de concentration, dans le ghetto de Varsovie, dans toutes ces situations où on a l'impression d'être face à des dominations absolues, et ben en fait, on a des suropprimés, des damnés de la terre, qui trouvent des moyens de tenir, déjà, de survivre, et puis de réussir à s'échanger des mots, glisser une idée dans une chanson, glisser un papier, commencer à conspirer, et puis petit à petit réorganiser, peut-être ralentir la production, saboter un dispositif, et puis régulièrement retrouver des possibilités de faire front, de faire face, et puis un jour de contre-attaquer. Et l'histoire, elle est aussi celle du retour régulier de renversement. La plupart des empires finissent par être renversés par des soulèvements populaires, et donc il faut bien avoir ça en tête. Rien n'est perdu tant qu'on n'arrête pas de lutter. Rien n'est perdu tant qu'on n'arrête pas de lutter. Ce sera le mot d'espoir de la fin de cette discussion. Merci beaucoup, Monsieur Rigouste, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Merci Lydia. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette rentrée de Face Cachée, l'émission d'enquête du Média. Je vous rappelle que le Média n'existe que grâce à vous, et à l'heure où l'extrême droite envahit vos écrans, nos écrans, le Média lance sa riposte. soutenez-nous, faites un don sur campagne.lemediatv.fr. On se retrouve chaque dernier jeudi du mois pour une nouvelle enquête. D'ici là, portez-vous bien.